comment on doit faire pour ne pas être en déphasage avec Abidjan, parce que vous êtes là-bas aussi. Donc, si on déconne ici, ça peut avoir des répercussions sur vous. Donc, on espère que votre passage va nous permettre de parfaire notre bébé pour vous accompagner. En tout cas, on l'a fait pour vous accompagner. Ce n'est pas pour se mettre, je ne sais pas moi, comme on dit chez nous, au soleil. Chacun d'entre nous est responsable. Nous avons M. Azo, qui est un spécialiste des nouvelles technologies, qui nous aide gratuitement, et c'est incroyable. Quelqu'un qui peut faire 2000 le jour pour le travail, il laisse et puis vient nous aider. Donc, nous avons des gens comme ça, on veut les mettre au service de la CNC à Abidjan. C'est notre objectif, c'est rien d'autre. Donc, on souhaite que vous nous aidez à parfaire. J'en ai fini. Merci pour avoir écouté. Bon, Ce sera une copie qu'on applaudit encore une fois de plus. Je voudrais aussi signaler dans la salle la présence d'un frère qui est venu nous soutenir. Et comme il le disait tout à l'heure, je l'écoutais, il disait tout à l'heure à quelqu'un, j'ai décidé d'être ivoirien. Donc, je voudrais appeler notre frère ivoirien, Yves Bambara, qui est du Burkina, mais qui a décidé d'être ivoirien, et qui est membre du parti au pouvoir, le MPP. Yves Bambara, s'il vous plaît. Merci et bonne arrivée, docteur Aïbo. Et c'est un plaisir pour moi de me retrouver au milieu des frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Et j'ai décidé de venir, bien sûr, parce que je suis ivoirien, comme vous l'avez dit, et je suis de la CNC. Je suis militant de la CNC, ce n'est pas du MPP. Ce soir, je suis de la CNC. J'ai décidé d'aller dans la CNC pour plusieurs raisons, et simplifier même d'ailleurs. J'allais être fier, très content de me voir au milieu de ces Burkinabés qui sont contents parce que leur frère est président en Côte d'Ivoire. Je parle du docteur Alassane Dramane Ouattara, que beaucoup disent qu'il est la solution. C'est vrai, il allait être la solution pour nous tous. Il allait être la solution pour la Côte d'Ivoire, pour la sous-région. Mais en tant que démocrate, amoureux même des bien-être social, déjà, sa manière d'arriver au pouvoir m'a laissé réfléchir beaucoup. Beaucoup de frères ivoiriens n'ont pas compris et nos contradictions. Je n'ai pas aimé cela. Il y a une manière d'arriver en démocratie. Et surtout quand on a évolué dans un grand pays et surtout en tant que Burkinabé, il veut dire quand un Burkinabé s'aime, il doit aimer son prochain. Je me demande, est-ce que Ouattara était réellement Burkinabé? Parce qu'il n'a pas incarné ce caractère Burkinabé. Et deuxièmement, j'ai décidé d'être dans la CNC parce que j'ai vu que si la Côte d'Ivoire dandine, toute la sous-région va danser. Si la Côte d'Ivoire chute, toute la sous-région est à plat. Et par conséquent, surtout le Burkina Faso, moi j'ai énormément de parents en Côte d'Ivoire. J'ai des parents à Cocody, à Bingerville, et on parlait tout de suite d'Alain Cosme-Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est très chère pour nous. Pour beaucoup de Burkinabés qui n'arrivent même pas à parler ce soir, je veux me faire leur porte-parole pour vous dire qu'il y a des millions et des millions de Burkinabés aujourd'hui qui ne reconnaissent pas Ouattara pour plusieurs raisons. Ce n'est pas parce qu'il a hébergé son frère rebelle, Blaise Compaoré là-bas, mais non seulement parce que ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Si réellement Ado était la solution, je pense qu'on allait mieux voir que ça. Donc, ce que je suis venu vous demander, c'est solliciter étant la main tous les frères ivoiriens qui ont réfléchi, il n'est pas tard, qui ont dit, étant donné que le monsieur, je parle de Ouattara, a dit qu'il est avec la communauté internationale, il connaît la démocratie, les valeurs démocratiques, alors il va gouverner la Côte d'Ivoire de façon démocratique, créer une condition de justice pour tous les Ivoiriens, et qui n'y arrive pas. Alors nous voulons vous demander, pour l'amour du ciel, si je peux me le dire, permet de dire ainsi, de vous unir et de réussir à avoir un candidat unique pour la CNC. Ce sera la première chose. Si vous avez eu un candidat unique qui est de la fermeté, qui va dire, poser tous les préalables avant d'aller à ces élections, je vous assure que Ouattara sera battu à plat ventre. Mais si vous n'avez pas un candidat unique,
c'est déjà le combat est perdu d'avance. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une perte de temps. Mais je veux vous dire, on n'a pas besoin de remplir cette salle. Parce que lorsque nous avons engagé les débats pour le départ du dictateur Compaoré, que vous connaissez comment il est arrivé, son atrocité, sa férocité et la manière qu'il a dirigé le gouvernement, le Burkina Faso, des mains de fer, des assassinats, des tortures. Je vous dis, les drames ne sont pas comparés parce qu'un drame est un drame. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui est un drame. Mais ce que Blaise Compaoré a fait au Burkina Faso était plus pire que ça. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous avons commencé le combat pour le départ de Compaoré, nous étions isolés. Nous étions beaucoup de nos frères. Ivoire TV peut témoigner, nous avons pris d'énormes risques. Personnellement, j'ai risqué la vie de ma famille au pays. J'ai risqué ma propre vie. Je me suis dit, il ne sert à rien d'avoir une vie heureuse aux États-Unis d'Amérique pendant qu'au pays, ça ne va pas. Donc, il faut poser les pas, il faut poser les risques, il faut oser. Osons lutter et pour gagner, savoir vaincre. Donc, c'est comme ça, de façon solitaire, nous avons battu, je me suis battu, j'ai réfléchi par toutes les actions. J'ai même été jusqu'à, de façon, je vais dire, aventurière, organiser une modique, je peux dire modique, marche pour la démocratie au Burkina Faso, de New York à Washington. Beaucoup ne croyaient pas, mais les Américains y croient. Actuellement, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, il sillonne tous les villages burkinabés. Parce que lors de cette marche, je leur avais demandé que nous voulons que les États-Unis soient à pied d'œuvre là-bas. Si vous avez dit que vous aimez la démocratie, si vous êtes les peuples américains, mais les Blancs, il faut les flatter. Les Occidentaux, il faut savoir les caresser. Quand je dis caresser, ce n'est pas négocier, ce n'est pas les faire la peau. Mais il faut utiliser des mots qui vont les mettre dans la honte, dans une situation qu'ils vont se reconnaître et agir. Et c'est comme ça que nous avons fait. Nous avons fait poser toutes les manières. Et je veux dire toutes les actions possibles. Et c'est comme ça que nous avons eu l'implication des États-Unis qui ont demandé à Blaise Compaoré le 30 octobre de partir. Parce que la France ne voulait pas. Vous savez qu'il les rendait service. Là, je ne voulais pas vous l'apprendre. Il a organisé des rébellions. Il est devenu facilitateur. Et je vous apprends son représentant, jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, le représentant du facilitateur, Blaise Compaoré, est toujours en service payé par l'État ivoirien. J'aimerais que les Ivoiriens me répondent pourquoi est-ce que le représentant du médiateur doit être toujours en fonction en Côte d'Ivoire et payé par les salariés pendant que l'Ivoirien moyen n'arrive même pas à manger à sa faim. Pourquoi? Pourquoi l'ambassadeur du Burkina qui a été démis de ses fonctions est toujours en service en Côte d'Ivoire, il est payé par le salaire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme le temps presse, je vais être bref, mais je vais vous demander encore une fois, je vais répéter cela, arrivons à dégager un candidat unique pour la CNC, c'est la première victoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Dr Martial Aipo est né le 29 juin 1966. C'est bientôt son anniversaire. Il est marié et père de 4 enfants. Il a fait le lycée de Divo, où il a eu son bac, l'université de Côte d'Ivoire, où il a eu sa maîtrise en relations internationales. Il a fait l'université de Londres, où il a eu son doctorat également en relations internationales. Dans le cadre de la crise en Côte d'Ivoire, le docteur Martial Aipo a participé pratiquement à tous les travaux de la reconstruction de la paix en Côte d'Ivoire. Il a écrit dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de journaux. Il a travaillé avec différents présidents de la sous-région. Je liste ici de pays. Le Togo, le Burkina Faso, l'Éthiopie, la Belgique, la France, l'Allemagne, les États-Unis, Qatar, Hong Kong. Il est auteur de quelques œuvres littéraires. La Côte d'Ivoire entre barbarie et démocratie, aux éditions du CERAP, publié en 2010. La FECI dans la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire de 1990 à nos jours, qui n'a pas été publié.
Jeunesse et la démocratie, qui est une étude critique. Je pourrais continuer. Les 3 pages du curriculum du docteur Aipo, mais avec votre permission, compte tenu du temps très avancé, je voudrais bien m'arrêter là et puis vous demander encore une fois de plus d'ovationner notre illustre invité, le docteur Martial Aipo. Après le passage de mon ami Bambara, je suis très heureux, je suis très content. Je voudrais d'abord vous remercier la coordination pour le renouveau du PDCI. C'est déjà une victoire, cher ami Bambara, que l'ancien secrétaire général de la FEFI, tonitruant syndicaliste que j'ai été, soit aujourd'hui l'invité d'une section du PDCI RDA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que la dynamique unitaire est en marche. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait en m'invitant ici. Je veux, avant de continuer, avec votre autorisation, vous demander de vous lever pour qu'on puisse élever un peu la voix. Je suis chrétien, voilà, né de nouveau, baptisé, confirmé dans le Saint-Esprit. Je pense que toute chose qu'on fait doit être confiée au Seigneur. Et donc, me permettre de confier cette séance au Seigneur est très important pour moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci de ce que tu nous permets aujourd'hui, 6 juin, de nous retrouver dans une ville absolument importante dans le monde. C'est New York. C'est le pays de la liberté. À quelque part de là, il y a la statue qui rappelle que toute nation doit être libre pour pouvoir rentrer dans sa destinée prophétique. Alors, Seigneur, merci de ce que aujourd'hui tu nous donnes cette possibilité de nous retrouver avec les frères et les sœurs. Merci de ce que toutes choses soient faites sous ton onction. Merci de ce que, ô Éternel, notre Dieu, tout ce que nous dirons ici soit transporté par des ondes spirituelles afin que, ô Dieu de miséricorde, ce qui oppose à l'accomplissement de la destinée de notre nation soit détruit au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, je ne vais pas être très long, comme on a eu un peu de retard. Il s'agit pour moi de vous parler du bilan de la politique de Ouattara, des élections de 2015 et surtout de ce que la coalition nationale pour le changement entend faire. Pour cela, il est déjà important que j'essaie d'analyser avec vous ce que nous appelons M. Ouattara. Il faut qu'on se comprenne très bien. Parce que il y a un grand penseur militaire, Sun Tzu, qui disait que pour faire la guerre, il faut connaître son ennemi, il faut connaître son adversaire, se connaître soi-même. Alors, si on veut combattre Ouattara, il est important qu'on sache qui il est. Qui est M. Ouattara? À partir du moment où on a une connaissance parfaite de ce monsieur, de sa stratégie, de sa vision, de ses objectifs, en ce moment, on peut concevoir une autre stratégie, un système qui pourrait éventuellement mettre un terme à ces agissements sur la Côte d'Ivoire. Donc, mon propos va s'organiser autour de 2 temps principaux. Dans un premier temps, je vais essayer d'expliquer la stratégie politique du président Ouattara et dans un deuxième temps, essayer de vous montrer comment cette stratégie, à travers ses contradictions, va conduire ce monsieur à la chute inéluctable. Mais cela dépend aussi des conditions que nous appelons subjectives, c'est-à-dire organisationnelles, qu'on mettra en place pour effectivement faire le travail comme il se doit. Alors, pour gagner en temps, je veux qu'on partage une dimension historique parce que
cette rencontre n'est pas un meeting, c'est une conférence débat. Donc ça me met dans une méthodologie particulière. Je suis obligé d'emprunter, si vous voulez, la dimension orale du meeting, tout en m'appuyant sur ce que je pourrais appeler l'académique. C'est-à-dire que je ne peux pas m'éloigner aussi de mon champ de prédilection qui est la recherche historique. Et dans ce cadre-là, il est important que chacun de nous note que M. Ouattara est issu, sinon originaire de Congo. Alors, qu'est-ce que Congo? Congo, d'un point de vue historique, est un empire qui est né au XVIIe, XVIIIe siècle et qui a été créé par Sékou Ouattara. Sékou Ouattara a été un empereur qui a bâti un empire pour permettre le commerce transsaharien, c'est-à-dire le commerce qui empruntait les routes des caravanes entre les sites forestiers et le nord. Et cet empire a été créé fondamentalement par M. Sékou Ouattara, l'empereur Sékou Ouattara, pour faciliter, si vous voulez, le commerce entre le nord et le sud. C'est à travers cette stratégie militaire qu'il a mis en place que Sékou Ouattara a bâti un empire florissant au XVIIe et au XIXe siècle. C'est vrai que lorsque la colonisation arrive et qu'elle met un terme à la toute-puissance de Congo, ville culturelle rayonnante, autant le domaine culturel, Congo a été connu comme étant une des plus grandes universités islamiques dans le Moyen-Âge africain. Sékou Ouattara, donc, a travaillé exclusivement pour permettre à sa base naturelle qui est le Djoula. Le Djoula, ici, il faut le comprendre en termes scientifiques comme étant le commerçant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Ouattara est avant tout un commerçant. Et il faut qu'on se comprenne très bien. C'est un commerçant. Il ne peut pas être en rupture avec sa lignée historique. M. Ouattara est d'abord un businessman. Son éducation, son histoire personnelle va le projeter particulièrement dans cette dimension. Ce qui va lui permettre d'avoir une vision qui est complètement différente de celle de la plupart de ses contemporains. D'abord, par son éducation, M. Ouattara est né en Côte d'Ivoire, à Dimboko officiellement. Lorsque nous étions en train de faire les travaux sur la CNC, le professeur Kamambrou et un de mes maîtres, Ekanza, parce que j'ai fait le département d'histoire de l'université d'Abidjan, nous ont raconté un peu la jeunesse de Ouattara dans le Mourounou, parce qu'il est de cette région-là. Et il se rappelle très bien de lui parce qu'il a un caractère extrêmement difficile. Vous voyez? Donc il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi au Burkina, où il a son bac, et finalement, il a fait son université aux États-Unis avant de revenir à la BCAO, qui est l'agence de gestion monétaire de l'ensemble francophone de l'Ouest. Pour dire simplement qu'il a une culture internationaliste. Déjà, historiquement, il est issu d'un patrimoine culturel qui est riche dans la dimension internationaliste, puisque le Djoula, c'est quelqu'un qui traverse les frontières, qui n'a pas de limites et qui ne se donne pas de limites, et qui a pour objectif de maximaliser son investissement en mettant en place des relais au fur et à mesure qu'il s'installe dans les villages. Et donc, M. Ouattara, historiquement, ne peut pas être contenu dans la frontière rigide que nous connaissons aujourd'hui avec un territoire, ou du moins la nation que nous connaissons aujourd'hui avec un territoire et une frontière. Ceci est très important parce que lorsque il arrive à Abidjan, M. Ouattara comprend très bien qu'il a une possibilité de prendre le pouvoir dans ce pays. Le président Oufouette est vieillissant. Il se rend compte que la classe politique ivoirienne est extrêmement fébrile. Et donc, il met en place une stratégie qui lui permet effectivement de travailler étape par étape à l'accomplissement de son objectif. Alors, quel est l'objectif principal de Ouattara? Ouattara, c'est quelqu'un qui ne dit jamais ce qu'il a
dans le fond. Mais quand on voit, on suit effectivement ses pas, on peut suivre clairement son objectif stratégique. L'objectif stratégique de Ouattara, en ce qui nous concerne, tel que nous l'avons étudié en tant qu'élément scientifique, voilà un sujet scientifique, un sujet de recherche scientifique, c'est la mise en place d'une espèce d'empire à l'identique de son aïeul, mais qui n'a pas de frontières, qui lui permettra effectivement de gérer, si vous voulez, un espace un peu plus grand et d'être le maître absolu de cet espace-là. Commerçant, hier, commerçant aujourd'hui, c'est-à-dire businessman. Ouattara ne peut donc pas être séparé de l'espace économique dans lequel il évolue. Et pour cela, il va mettre en place une stratégie de prise de pouvoir. Prise de pouvoir en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'instrumentalisation, si vous voulez, des peurs. Des peurs. Lorsqu'il arrive à Abidjan, il sait très bien la composition démographique du pays et il lance la politique des cartes, comment on appelle ça à cette époque-là, des cartes de séjour. Cette politique des cartes de séjour est un choc brutal pour les populations qui sont issues de la sous-région. Dans la mesure où, depuis l'indépendance jusqu'en 1990, ces populations ne se sont jamais senties à l'étranger. Mieux, pratiquement la moitié de cette population est née en Côte d'Ivoire. Du jour au lendemain, on leur demande de payer un titre de séjour. Donc, on les classifie officiellement dans l'imaginaire populaire comme venant d'un autre espace. Ce choc est brutal, ce choc crée de l'émotion et entraîne donc un repli identitaire qui est crucial dans la suite des événements. Ouattara, qui est un commerçant, qui est un businessman, est en train de créer le vivier politique dans lequel il va puiser pour éventuellement se projeter sur la scène politique nationale. Erreur de Gawa, effectivement, erreur de Gawa. Celui qui va succéder à Houphouët-Boigny, M. Bénier, le suit dans sa trame. Loin de reconnaître la dextérité politique de Ouattara, la classe politique a considéré que c'était un animal qui était bleu et qui ne voyait rien et qui ne savait rien. Or, l'homme a fait des universités américaines et il utilise à merveille la psychologie politique. Il utilise cette psychologie politique pour maîtriser d'abord les élites ivoiriennes. Pourquoi? Parce que Ouattara, en tant que gestionnaire de la Banque centrale, mais ensuite en tant que Premier ministre, se rend compte que l'arme fatale à laquelle aucun Ivoirien n'échappe, quelle que soit sa qualité, c'est la corruption. Il sait que tout Ivoirien a un prix. Donc il met le prix dedans et il paye. Ouattara est un bon payeur. C'est un bon businessman. Quand il vous fait une proposition, c'est difficile que vous refusiez. Pour la petite histoire, en 2000, il m'a fait la même proposition. Mais compte tenu du fait que mon objet de recherche, c'est lui, j'ai été un peu plus en avance que lui et donc je ne suis pas tombé dans son piège. Sinon, j'aurais été à la place de Bogota. Je parle de mon jeune frère Soroguium. Voilà. Donc c'est parce que je l'étudie. Mon travail en tant que chercheur, c'est d'étudier les élites ivoiriennes. J'en ai fait une thèse, donc je les connais très bien. En dehors de Bédier que je ne parle pas, les autres je les connais. Donc je sais leur démarche, je peux anticiper leur démarche et puis je peux éventuellement prévoir ce que Ouattara utilise. Il y a donc l'argent, la corruption, mais aussi l'instrumentalisation de la peur. Cette peur, il l'utilise en deux sens. D'abord, par rapport à la population qui est ciblée, ici d'abord, dans un premier temps, c'était la population issue de l'Afrique de l'Ouest, mais lorsque la politique de l'ivoirité va prendre son ampleur, effectivement, il y a une espèce d'alliance sacrée qui naît entre les populations du nord de la Côte d'Ivoire et celles qui sont issues, si vous voulez, de l'immigration traditionnelle. Du coup, sans s'en rendre compte, le pouvoir ivoirien fait en réalité la propagande et crée
un électorat naturel pour Ouattara. Et c'est cet électorat-là qu'il va instrumentaliser à souhait pour pouvoir arriver à son objectif, qui est de prendre le pouvoir, pas de façon démocratique, parce qu'il faut qu'on se rappelle qu'il est issu d'une tradition militaire particulière. Historiquement, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais Kong est aussi le pays d'origine de Samori Touré. Voilà. Et donc, Kong a une tradition, je dirais, centenaire de formation des grands chefs militaires, et Ouattara fait partie d'un de ces là. Alors, ce guerrier va effectivement travailler dans le noir à récupérer, sinon à dynamiter de l'intérieur les forces armées nationales. Comment il va procéder? La première partie, c'est lorsqu'il arrive à la primature et il demande éventuellement qu'on lui envoie des hommes pour sa sécurité. L'essentiel de tous ceux qui ont contribué à la chute de Bédié en 1999 sont issus de la garde rapprochée de Ouattara. Beaucoup de gens ne se sont pas interrogés, mais pourquoi? Pour la raison simple qu'il a compris la psychologie des Ivoiriens. Il te prend comme un frère, il te prend comme un petit frère, et il te met les moyens à disposition, et tu lui deviens redevable à jamais. Voilà comment, à partir du général Fagondo aujourd'hui, qui est son neveu, mais qui a été donné en son temps par le général Guy Robert, voilà, parce qu'il est le neveu de Guy Robert Fagondo, qui est l'aide des camps aujourd'hui, le commandant du palais, est le neveu de Guy. Il va recruter un certain nombre de jeunes cadres et de jeunes sous-officiers d'hommes de rang dans l'armée qui, jusqu'aujourd'hui, lui sont fidèles. Alors, vous prenez toute la liste de tous les chefs de la rébellion, vous prendrez aussi tous ceux qui ont contribué au coup d'État, ils viennent essentiellement de sa garde rapprochée. Ensuite, c'est la même élite ivoirienne. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Bambara disait que la CNC a une responsabilité historique dans ce qui va se passer, il est important que nous nous rappelions que ce sont les alliances qui ont été concoctées entre Ouattara et les différentes composantes politiques du pays qui lui ont permis de mettre un peu plus de légitimité dans son travail. Dans un premier temps, le Front républicain lui donne la possibilité de se mêler à l'opposition historique à Houphouët-Boigny. Or, comme vous le savez, la structure de notre armée a donné ceci. Effectivement, une domination des Akans dans la gendarmerie, mais effectivement, les hommes de l'armée sont composés essentiellement des gens du Nord et de l'Ouest. L'alliance du Front républicain permet donc un rapprochement entre les hommes proches de Ouattara et ceux qui sont proches de l'opposition historique. Ce qui fait qu'en décembre 1999, il y a une base sociale qui est suffisamment solide, qui est suffisamment représentative au sein des forces armées pour faire basculer les rapports de force et permettre ce premier coup d'État qui a eu lieu. Parce que s'il n'a pas réussi en 1993, c'est bien parce que cette armée-là ne pouvait pas se mettre à sa disposition. Et il a échoué la première partie. La deuxième partie, il a eu parce que, entre-temps, entre 1999 et 1993, il y a eu le Front républicain, ce qui lui a permis de rentrer un peu plus en profondeur dans le fin fond des composantes sociales et anthropologiques de notre armée. Troisième temps, lorsque le général Robert Gueye se rebiffe devant la tentative de braquage que Ouattara avait mis en place, Ouattara attend et les accords de Marcoussis, plus le rassemblement des oufouettistes, lui donnent encore une autre possibilité pour élargir sa base. Et c'est sur cette base-là qu'aujourd'hui, il est capable, à la suite d'une élection absolument, je dirais, pittoresque, il est capable de mobiliser des pans entiers du pays pour pouvoir arriver au palais. Voilà comment, à travers nous-mêmes, nos inconséquences, nous donnons et nous ouvrons la porte du palais à ce monsieur. Ce n'est donc pas Ouattara, en notre sens, qui est le problème, mais ce sont les élites ivoiriennes qui constituent le problème. C'est leur capacité à anticiper et à comprendre le processus historique qui se déroule sous les yeux qui pourra nous permettre effectivement d'avoir une solution à terme. Voilà donc comment
lorsque Ouattara arrive au palais, il a une nouvelle armée, il a un pays qui est sous ses ordres. Les attaques, le bombardement du palais présidentiel n'a pas un objectif autre que psychologique. Je vous le disais tout à l'heure, l'homme travaille à partir des données de la psychologie politique concoctées dans les universités américaines. On appelle ça les behavioral studies. Donc c'est un professionnel qui sait très bien manipuler la psychologie populaire. Lorsque l'armée française tire sur le palais présidentiel, ce n'est pas forcément M. Gbagbo qui est visé, mais c'est de traumatiser au maximum la population. Pourquoi? Parce que la suite de sa gouvernance va le justifier. En effet, pour certains d'entre nous, observateurs, plus ou moins neutres, internes comme externes, on aurait pensé que quelqu'un qui a souffert de l'exclusion aurait dû être celui qui devait être le champion de la réconciliation. Mais comment se fait-il que du 11 avril jusqu'à ce jour, M. Ouattara n'a jamais rencontré un seul opposant? Pourquoi, dans sa dynamique, il refuse systématiquement de mettre en avant la réconciliation comme un moyen de gouvernance? Pour la raison qui est simple. C'est que lorsque il met en avant la réconciliation, Ouattara ne peut plus atteindre ses objectifs économiques stratégiques. Puisque lorsqu'on a un pays où on parle de réconciliation, ça suppose au minimum que l'espace politique soit ouvert. Ça suppose aussi que la critique soit possible. Or, ce qu'il ne veut pas, c'est justement cela. Ouattara ne veut pas de critique. Ouattara ne veut pas éventuellement de possibilité de l'opposition de survivre. Il veut traumatiser et imposer sa logique à la Côte d'Ivoire. Finalement, la réconciliation n'a pas de sens pour lui. Pour la raison simple, c'est qu'elle ne lui permet pas de faire le travail qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et le travail est simple. C'est une grosse machine mise à la disposition de son camp pour extorquer le maximum de plus-value. Alors, je ne vais pas revenir un peu sur les différentes composantes de ce complot économique-là, mais pour la petite histoire, vous savez certainement que West Fontaine, qui appartient à Sambo, est une grosse machine de quête qui permet à chaque conteneur qui rentre dans le pays de lui donner un peu d'argent. Sinon, je dirais beaucoup plus d'argent. Bon, le cacao aujourd'hui est géré par sa nièce, bien entendu avec le tonton, mais le tonton n'est qu'un chef de conseil d'administration. La vraie gestionnaire, c'est Touré. Et Touré travaille directement en collaboration avec un certain nombre de multinationales, dont Majaro, qui est en réalité aujourd'hui propriété du petit beau de Ouattara. Les secteurs entiers de l'économie nationale sont sous leur coupe et ils travaillent à cela. Mieux, ils organisent le surendettement du pays pour pouvoir créer une espèce d'extorsion du capital de façon primaire et sauvage. Je vous donne un cas précis. Lorsque Ouattara arrive à la présidence, en 4 ans, sinon 5 ans aujourd'hui, il a réussi à faire prendre 3 milliards de dollars de dettes à la Côte d'Ivoire. Et ces 3 milliards de dollars de dettes se justifient par le programme PPTE. Mais ce programme PPTE lui demande effectivement de faire de grands projets qui seront financés éventuellement par cette dette-là. Donc la combine est toute simple. Au niveau de la présidence, il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Ibaï, photocopie, que tout le monde connaît, le petit frère de Ouattara. Et donc celui-là, éventuellement, il gère tous les programmes présidentiels d'urgence. Les régions qui ont été créées n'ont pas de budget. Tout part de la présidence et tout aboutit à la présidence. De telle sorte qu'il n'y a pas un rond qui peut circuler en dehors d'un autre circuit que celui que Ouattara, banquier central, il faut se rappeler, a décidé de créer. Bien entendu, il peut dire dans ces conditions que l'argent travaille, mais l'argent travaille pour lui et non pas pour les Ivoiriens. Ce qui a fait dire aux commerçantes du marché d'Adjamé, Gbagbo Kapisa, parce qu'elles se sont rendues compte que dans le deal, finalement, c'est lui seul qui mange. Voilà, parce que là, dans cette affaire, lui, il a créé un circuit
et ça ne retombe pas sur elle. Pourquoi? Pour la raison simple que pour les économistes, la circulation monétaire, c'est elle qui détermine éventuellement la répartition des revenus nationaux. Mais lorsque l'endettement du pays permet à un clan, spécialement dirigé par Ibrahim au niveau de la présidence, de ne pas permettre à l'argent de circuler, mais qui va perdre dans cette affaire? C'est la base sociale de Ouattara, c'est-à-dire les commerçants. Mais il a un type de commerçants avec lesquels il travaille. Par exemple, ceux qu'il appelle ses amis et qui sont sous son couvert sont directement des propriétaires, sinon on leur donne l'exclusivité de gestion de pas entier de l'économie. Je vous donne un cas qui est simple, celui de la ferraille. Tous ceux qui connaissent la ferraille, ils savent que les FSI associés, dont on entend parler, sont vraiment issus de cette classe sociale-là. Des jeunes qui sont habitués à la force, etc., qui se sont enrôlés massivement dans les forces républicaines de Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. M. Ouattara, aujourd'hui, a donné l'exclusivité de l'exploitation de la ferraille à un de ses amis libanais qui travaille sous son autorité. Pratiquement 500 à 600 000 tonnes de ferraille sont sous la main des ferrailleurs qui aujourd'hui sont proches d'ACNC. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans ce deal, ils ont encore été doublés. C'est une affaire de commerçants. Pour vous dire simplement que ce monsieur, il a sa pratique et il a sa démarche. Alors, c'est dans ce contexte-là, une armée acquise, qui est aujourd'hui composée de 83% des hommes du Nord, une économie assistiée qui travaille uniquement pour lui, et puis vraiment une société complètement sous la coupe réglée de ces hommes, que nous sommes en train d'aller à des élections. Ouattara qui sait très bien qu'il n'est pas éligible. Et il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà. Non, il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Pour la raison simple que Ouattara sait très bien que l'arrêt Tiakoné le rend inéligible. Mieux, le président du Conseil constitutionnel, Vaudier, a écrit au gouvernement pour leur demander d'appliquer les dispositions de l'accord de Marcoussis qui donnait la possibilité au prochain président élu de faire le référendum. Si ce référendum n'est pas fait, effectivement, la jurisprudence Tiakoné, même si on le reconnaît tous, Tiakoné elle a avoué que ça a été une décision plus politique que juridique qu'il a prise. Effectivement, cette décision, elle est là et elle va s'appliquer. Ce que Vaudier lui a demandé de faire, c'était simplement d'appliquer les accords de Marcoussis en faisant faire un référendum qui permettrait la modification de la Constitution, principalement de l'article 35. Sinon, lui, en tant que juriste, il va être obligé éventuellement d'appliquer, si vous voulez, l'article dans son intégralité. Mais pourquoi M. Ouattara n'a pas voulu? Il n'a pas voulu appliquer cela pour la raison simple que ça allait le contraindre à s'asseoir à une table de négociation avec l'opposition véritable. Pendant que lui, il envoie son ami à La Haye et Blé Boudé à La Haye, il maintient les chefs militaires proches de Laurent Gbagbo dans les prisons, il ne peut pas poser la problématique du changement de la Constitution sans éventuellement voir le risque d'un refus massif du peuple ivoirien. Mais en réalité, c'est parce que Ouattara est un guerrier. Ouattara, il n'a pas choisi de suivre la procédure que la loi lui donnait, puisqu'il n'était pas le seul en 2000 à avoir été éliminé de façon politique par Tiakoné. Il y a Bédié qui avait été éliminé, il y a Bombé qui avait été éliminé, il y a éventuellement le professeur Bamba Morifere, etc., etc. Certains d'entre eux ont pris sur eux la responsabilité de poursuivre l'État de Côte d'Ivoire devant la même juridiction et ils ont gagné leur procès. Je ne dirai pas leur nom, si vous voulez, on reviendra là-dessus. Mais Ouattara a considéré que c'était un casus belli que les élites ivoiriennes lui avaient fait à travers l'article 35. Et il leur mène la guerre. Aujourd'hui, moi je peux peut-être vous choquer, mais la position d'esclaves dans laquelle se trouve un certain nombre de ces élites-là, qui passent leur temps à s'agenouiller et à prendre de l'argent et à cautionner ce qui se fait à Abidjan, est la preuve qu'effectivement,
il n'y avait qu'un autre moyen, un seul moyen pour lui de maîtriser cette élite-là. Et il l'a fait. Aujourd'hui, donc, pour nous, en tant que CNC, il s'agit fondamentalement de revenir sur les fondamentaux, de faire en sorte que la stratégie de Ouattara soit un échec. Et pour cela, la première mesure qu'il nous fallait faire, c'était de faire un engagement public solennel. Parce que vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de politiciens qui affirment des choses et puis quand ils sont en position, ils ne sont pas prêts à le faire. Et il fallait pour nous en tout cas que ces politiciens prennent des engagements solennels devant le peuple de Côte d'Ivoire. Sur quelle base? Sur deux points fondamentaux. Premièrement, sur la problématique de la réconciliation nationale. Pour nous, il n'est pas question que le prochain gouvernement, parce que nous allons gagner les élections, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il n'est pas question que ce prochain gouvernement ne prenne pas toutes les mesures pour que les grandes questions de fond que le peuple de Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui, auxquelles le peuple de Côte d'Ivoire fait face aujourd'hui, ne soient pas réglées. Un de ces problèmes-là, c'est celui de la réconciliation. Qu'est-ce que c'est que la réconciliation? Est-ce que c'est éventuellement pardonner sans juger ou c'est juger uniquement un camp? Nous avons considéré qu'il fallait que ce problème soit réglé. Il fallait aussi qu'on s'interroge sur les perspectives démographiques de notre pays. C'est important que les Ivoiriens acceptent qu'il a été un pays de développement économique. Effectivement, il y a un impact sur la démographie du pays. Qu'est-ce que nous réservons à cette population-là? Moi, réfugié politique en Angleterre, j'ai mes enfants qui sont nés là-bas. Aujourd'hui, ils sont anglais. Je ne peux pas comprendre que les gens qui sont nés en Côte d'Ivoire ne soient pas considérés comme ivoiriens. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire accepte d'engager ce débat de fond et qu'on le casse définitivement. Tant qu'on ne l'a pas fait, ça va être un moyen, un instrument entre les mains des gens peu scrupuleux pour éventuellement créer des conditions d'une déstabilisation à long terme, sinon à moyen terme du pays. Il y a aussi qu'aujourd'hui, la constitution de Côte d'Ivoire n'est pas une bonne constitution, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais comment faire pour que demain, cette constitution nous donne une institution stable? Tout ça, il est important qu'on revienne là-dessus. Et la CNC s'est engagée officiellement dans son protocole 1 à revenir sur cette question-là en disant une phrase qui est clé dans cette charte et à laquelle je souhaite que nous réfléchissions, c'est repenser la Côte d'Ivoire. Repenser la Côte d'Ivoire n'est pas seulement gagner Ouattara, mais c'est de remettre en cause toutes nos habitudes, tout ce que nous avons fait comme fonctionnement jusqu'à aujourd'hui pour que aujourd'hui le pays soit dans cette merde-là. Deuxièmement, nous avons considéré qu'il fallait régler la problématique, si vous voulez, du contentieux électoral. Lorsque le président Gbagbo a été arrêté, il a posé une question. Il a dit, qui a gagné les élections? Cette question est importante. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'a pas résolu la question de qui a gagné les élections, effectivement, il va y avoir des crises. Mais la réflexion doit être poussée un peu plus loin. Pourquoi, depuis 2000, notre pays fait face à des crises post-électorales? En 2000, c'était 300 morts avec Guy. En 2010, c'est 3000 morts. Mais en 2015, il va y avoir combien? C'est cette problématique qu'il faut qu'on se pose. Et pour nous, la question et la réponse est dans le cadre institutionnel et réglementaire. Je vais vous expliquer. Nous avons vu que à partir du moment où la Constitution de 2000 dit que la commission électorale doit être indépendante, cela supposait son indépendance non seulement réglementaire, organique et fonctionnelle. Or, la loi créant la commission électorale l'a rendue dépendante entièrement du pouvoir politique, principalement du président de la République. Rien dans la commission électorale ne peut être fait aujourd'hui sans un décret pris en conseil des ministres. Or, le processus, pour ceux qui ont fait le gouvernement, tel que nous l'a expliqué, les anciens qui ont, moi je n'ai pas encore été ministre, donc je ne peux pas parler, je parle en tant que quelqu'un qui a reçu, à travers nos débats, des informations de la part de ces aînés-là. Un président de la République ne prend pas un décret comme ça par hasard. Si tu viens, vous devez discuter, vous devez négocier. Si ça ne l'arrange pas, il ne signe pas. Donc, en réalité, la loi qui a mis en place la commission électorale ne donne pas sa liberté à la commission électorale.
ou du moins son indépendance. Ce qui est encore plus grave, c'est que c'est le président de la République qui détermine tout, du début à la fin, le début du processus et la fin du processus. Comment vous voulez que dans ces conditions-là, celui-là même qui va être candidat ne s'implique pas contre ceux qui ne sont pas au pouvoir et manipule ainsi la commission électorale? C'est pour cela que lorsqu'il y a eu la rébellion, Ouattara a souhaité que la commission soit exclusivement entre les mains du RHDP. Parce qu'ils savaient que si ce n'était pas le cas, ça allait être très difficile pour eux. Et ils ont demandé la certification des élections parce que ça leur donnait la possibilité de contrôler les listes et donc le processus. Ils ont donc obtenu une indépendance de fait. Mais en réalité, aujourd'hui, lui, il a organisé la dépendance totale de cette commission-là. Mieux, lorsque vous prenez par exemple la publication des résultats, aujourd'hui, on avait un délai de 5 jours. Ouattara a pris la décision, il dit 5 jours là, c'est trop même. Lui, il a fait, c'est 8 jours maintenant. C'est-à-dire qu'on peut faire une élection aujourd'hui le 6 juin, et puis c'est jusqu'à lundi 13 heures là-bas là, qu'on va savoir qui a gagné les élections. Or, quand vous-même, vous savez que quand c'est comme ça, les tractations sont terribles. Les rumeurs vont prendre. Et qu'est-ce qui va être le résultat? Ce sera une crise post-électorale extrêmement vicieuse parce que le contexte s'y prête. Et donc, nous avons souhaité que sur toutes ces questions-là, un minimum soit acquis. Il y a eu une compagnie canadienne qui s'est alliée à l'INF, qui a fait des propositions, mais Ouattara n'a pas supporté ça, il n'a pas voulu. Et Bakayoko a accepté Sagem. La même Sagem qui a fait l'enrôlement la dernière fois et qui a été la cause de la crise post-électorale, qui aujourd'hui même a laissé des machines qui ne marchent pas, de telle sorte que même pour faire les cartes nationales d'identité, c'est extrêmement difficile. Mais ces cartes nationales d'identité en plus, si vous les regardez, n'ont pas de signataires, d'autorités signataires. Vous avez appris, comme nous tous, qu'une femme transportant près de 500 000 cartes a été arrêtée sur la route de Lakota. Mais c'est une réalité parce que depuis 3 ans, l'éléphant déchaîné s'est déchaîné véritablement contre ces fraudeurs de l'identité et le directeur de publication a failli être exécuté par ces individus. Les cartes nationales d'identité aujourd'hui sont en train d'être distribuées à des gens qui n'en ont pas droit. De telle sorte que, aux prochaines élections, Ouattara a déjà préparé la fraude. Et la liste qu'il a commencé à faire, c'est une liste dont la composition sera particulière. Elle va lui donner une garantie de victoire avant même qu'on ait commencé. Parce que ceux qui ont les cartes nationales d'identité, ce n'est pas forcément les Ivoiriens. Vous voyez? Et donc, pour nous, toute cette procédure-là mérite une attention particulière. Nous n'avons pas, en tant que CNC, le problème avec Ouattara. S'il veut se proclamer roi des Biruni, empereur comme son aïeul, il n'y a pas de problème. Il peut appeler le président de l'Assemblée nationale et puis dire désormais la Côte d'Ivoire n'est plus une république. C'est une royauté et je suis le roi. Et ça, on n'a pas de problème. Mais qu'il ne nous demande pas d'aller à des élections que lui, il va préfabriquer et qu'il va gagner d'avance. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Et donc, par rapport à cela, nous avons souhaité clairement que les conditions de ces élections-là soient clarifiées. Tant que ce n'est pas clarifié, bon, il peut vouloir faire les élections, nous aussi on va aller faire les élections. S'il fait les élections, nous dirons à ces élections-là. Mais pas aux conditions que Ouattara aura déterminées. Alors, la CNC est dans une logique simple. C'est premièrement de demander à Ouattara de venir s'asseoir pour qu'on voit clair dans l'affaire. Comme c'est un businessman, nous on va discuter avec lui en businessman. Ce qu'il est en train de préparer, comme nous on ne comprend pas, il n'a pas bien nous expliquer. S'il ne nous explique pas, mais on n'a pas d'autre alternative parce que les enjeux sont trop importants. Si éventuellement les Ivoiriens se trompent et qu'ils aillent cautionner, comme certains veulent le faire, cette forfaiture que nous appelons l'élection en 2015, il faut que les gens se rendent compte que la dynastie de Ouattara va s'installer sur notre pays à vitam aeternam. Et il n'y aura pas d'autre option que la violence totale pour revenir en arrière. Ça, je vous le dis. Je le dis en tant qu'homme politique, mais je le dis aussi en tant que
chercheurs, si éventuellement des individus pensent qu'il peut y avoir une alternative à 2020, franchement, ils n'ont qu'à se rendre compte que dans ce deal-là, ils ont été déjà bouffés. Ils ont été enculés. Et pour nous, comme certains d'entre nous sont qualifiés d'irréductibles, en Baoulou, on dit que c'est des gens qu'on ne peut pas doubler. C'est ça, non? C'est ça. Vous comprenez que quand on choisit les thèmes là, les thèmes ont un poids. Quand on dit que les gens sont irréductibles, c'est pas parce qu'ils sont mauvais. C'est parce que le combat qu'ils mènent est juste. Certains ont vendu leur âme, mais d'autres n'ont pas vendu leur âme. Certains ont considéré qu'il fallait s'agenouiller, d'autres ne l'ont pas fait. Et c'est ceux-là à qui nous nous adressons aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes très, 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 très heureux de voir que des Ivoiriens n'attendent pas forcément que la CNC vienne à eux pour qu'eux-mêmes ils créent les conditions de cette CNC à l'extérieur. Cela veut dire que c'est une attente populaire, c'est une volonté manifeste du peuple ivoirien de faire en sorte que Ouattara ne passe pas. Et nous sommes d'accord avec ça. Et ce combat-là, on va le mener simplement. Ce n'est pas une affaire de faire la guerre. Nous n'avons pas cette habitude-là. Peut-être parce qu'on a été à l'école. Mais je veux dire que, éventuellement, il faut qu'il se rende compte qu'il ne passera pas. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de mener une campagne d'explication. Et nous avons écrit à l'ONU, nous avons écrit au président de la République, nous avons demandé qu'il s'asseye et que nous discutions. Maintenant, si le président ne veut pas entendre les raisons, mais la seule chose qui nous restera, c'est de prendre la rue. Ça, on n'a pas le choix. Le peuple va prendre ses responsabilités. Oui. On est obligé de prendre nos responsabilités. Maintenant, il n'y a pas mille solutions. Ouattara sera obligé, d'ouvrir des cimetières géants. Il sera obligé d'ouvrir des cimetières géants. Sinon, ce qui est simple à faire, c'est de s'asseoir pour qu'on trouve une solution. Moi, et c'est là où je vais finir, ce qui me choque un peu, c'est que ce monsieur dit qu'il a bien travaillé. Bon, il a construit les ponts, il a construit ceci, il a fait cela. Même si ça a permis aux Guinéens de venir à une rencontre, il dit que désormais ils vont bien voter devant un Ouattara médisé et l'ambassadeur français. Mais en même temps, je suis surpris qu'il refuse d'ouvrir le jeu. Parce que normalement, madame, si quelqu'un a tous les atouts pour vous séduire, il n'a pas besoin d'aller vous baffer. Alors, s'il est obligé d'utiliser d'autres moyens, ça veut dire que lui-même, il n'a pas confiance. Voilà. Comme c'était Malo, un grand Malo de tous les temps, il pense que nous sommes bêtes. Il a eu 33% de voix avec la fraude de mort. Et il sait très bien que l'électorat du PDCI n'ajoutera pas un iota de plus. Il va aller chercher le reste là-haut. Il a déjà perdu. C'est pour ça que moi, je lui dis toujours, c'est un grand frère qu'on aime. On n'est pas contre lui, mais la honte là, ça fait que des gens font aussi des bêtises. Il ne faut pas qu'il ait honte. Il a eu un mandat, il n'a qu'à prendre ce mandat-là. Ce qu'il a appris, il a mangé là, il n'a qu'à partir avec. Il a eu beaucoup, son neveu a pris, sa fille a pris, ses parents ont pris, Bakongo a pris, tout le monde a pris. L'argent de Côte d'Ivoire, il ne dit pas. Il ne faut pas que la honte va faire. Il ne faut pas que la honte va faire et puis va se retrouver face au peuple de Côte d'Ivoire. Je veux que Ouattara se rappelle qui est le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui a mis à genoux la France. C'est un peuple qui, même quand Houphouët-Boigny était son plus grand, ils lui ont dit non. C'est un peuple, quand il prend une décision, c'est dangereux. Alors, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, on est le 6. C'est jusqu'au 20 juillet qu'on dépose les candidatures. Il n'est pas éligible. Il n'a qu'à trouver des voies et moyens pour qu'on s'entende avant ça. Sinon, ça ne va pas l'arranger. Je vous remercie.
Docteur Martial Aipo, que je vous demande de vassonner très fort, s'il vous plaît. Voilà, ainsi dit, comme il a été annoncé au départ, c'est la période des échanges. Nous allons aller par liste de 5. Voilà. Je voudrais juste, si vous permettez, je vais juste prendre mes papiers. Nous allons faire des listes de 5. Alors, pour tous ceux qui voudraient bien sûr intervenir, vous serez obligés de venir jusqu'à moi pour poser vos questions. Le docteur va recenser toutes les questions d'avance et puis nous allons lui permettre d'apporter des éléments de réponse, des éléments d'éclaircissement. Sostène Kofi. Yapi Ashi. P3. Nda. Le docteur disait tout à l'heure, après on va vous transférer le micro, on n'a plus besoin de vous lever. Ok, voilà, merci bien. On va procéder par liste de 5. Voilà. Vous voulez prendre toutes les questions en même temps ou bien vous voulez répondre Attention. Voilà, Sostène Kofi. Okay, ma question est une question qui chagrine un peu les sympathisants de la CNC et même à notre sein, c'est-à-dire notre CNC ici. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le ministre d'État ici, Amara, pour que d'abord il ne signe pas la charte et on a ouï dire qu'il est en train de concocter une autre coalition, qu'il a jeté un dé là-dessus, faire démocrate. Alors, vous jeunes qui vous engagez comme ça, qui prenez le devant des choses, qui êtes exposés, d'abord ma question est de savoir, ma deuxième question, deuxième volet de la question, comment est-ce que vous vous sentez? Donc la première question, c'est qu'est-ce qui l'a poussé, qu'est-ce qui se passe à son niveau pour qu'il ne signe pas la charte? Et le deuxième volet, vous jeunes, à l'intérieur, comment est-ce que vous vous sentez? Je veux parler du docteur Martial Aipo et de KKB. Bon, Sostène, je pense que faut pas vous inquiéter, hein. Voilà, par rapport au problème des Amara, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas une tentative de création d'une autre coalition. Il y a eu un certain nombre de problèmes de dysfonctionnement dans son équipe qui a été à l'origine de confrontations avec d'autres membres de la CNC. Je vais vous expliquer ça pour qu'on se comprenne très bien. Le parrain
de la candidature ici à Mara, officiellement, celui qui a déposé sa candidature, c'est Bombé. Donc, pour nous, c'est Bombé qui est le cadre politique qui était un peu derrière, qui est derrière, hein, avec un certain nombre d'anciens ministres qui parrainent sa candidature. Et puis, il y a un manager, voilà, un manager de sa campagne à Abidjan qui s'appelle Ahmed Bassam. Alors, Ahmed Bassam, c'est Ahmed Bassam qui a créé les problèmes parce que sa vision et sa méthode nous gênaient un peu. Il a créé des frictions déjà avec leader que j'ai dû régler en m'appuyant sur le fils de Siamara pour que les informations puissent bien passer. Ensuite, il a souhaité que tous nous disions qu'on soutient Siamara avant pour qu'on aille derrière lui. Et nous, on lui a fait comprendre que d'un point de vue politique, ça n'avait pas de sens. Dans la mesure où, si aujourd'hui, moi, je soutiens ici Amara, et que nous tous on soutient ici Amara, il n'est même pas encore candidat. Arriver éventuellement à la candidature, parce qu'il faut qu'on passe le Conseil constitutionnel. Qui est au Conseil constitutionnel? Le monsieur, il s'appelle Kone Mamadou, ancien secrétaire général adjoint des Forces nouvelles, ami personnel du président de la République. C'est-à-dire que Ouattara, il ne le fait pas dans la montagne et il ne fait pas semblant. Et moi, je suis d'accord avec lui. Parce que c'est un chef guerrier. Comme je vous l'ai dit, il prend toutes les dispositions pour que lui, son affaire marche. Donc, il aurait pu nommer Afin Kwasi, magistrat Bontin, président du Conseil constitutionnel, quand Vaudier n'a pas voulu continuer à valider la forfaiture qu'il veut que le président du Conseil fasse. Mais il n'a pas pris le risque. Il a demandé à Kone Mamadou, ancien secrétaire général adjoint des Forces nouvelles, de devenir le président du Conseil constitutionnel. Donc pour nous, ce monsieur-là, il peut même moi m'éliminer, il peut éliminer Bani, il peut éliminer n'importe quel candidat que nous sommes. Oui. Et ils ont déjà planté le décor. Puisque Ouattara lance une boutade, oui, M. Bani a mal géré les fonds de la CDVR. Comme si c'était M. Bani qui était le trésorier de la CDVR. Le trésorier de la CDVR a été mis en place par le gouvernement ivoirien. Mais tout ça, parce qu'il se rappelle de quelque chose. On a parlé de moralité douteuse, on a parlé de ceci et cela, et c'est l'article 35 qui lui permet de faire ça. Donc pour nous, cette position n'était pas juste. On ne peut pas choisir quelqu'un tant qu'on n'a pas encore vu les conditions de cette élection-là. Il faut que d'abord, Ouattara et nous, on soit d'accord sur les conditions de l'organisation de cette élection, et puis ensuite, maintenant qu'on revient, on voit entre nous qui est le mieux placé pour qu'on puisse tous les soutenir. Mais Ahmed Bassam n'entendait pas ça de cette oreille-là. Alors, ça nous a un peu posé le problème parce que c'était un peu contre l'esprit et la tactique et la stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Ce qui n'est pas la position, bien entendu, de Bombé. Ouais. Et donc, finalement, ce qu'on a souhaité, c'est d'attendre que, et si lui-même il revient, et que, quand il sera revenu, la question lui soit posée clairement. Pourquoi ils ont ajouté un D? C'est que depuis qu'on a commencé les travaux préparatoires, c'est moi qui dirigeais d'une manière ou d'une autre toutes les opérations du comité technique de rédaction de la charte. On a envoyé au staff des différents candidats et des partis. Et ils ont fait leurs propositions. Donc, eux, dans la proposition qu'ils avaient faite, c'était Coalition nationale pour le changement démocratique. Or, il se trouve que c'est Ahmed Bassam qui était notre interlocuteur. Et lui, il a bloqué le papier. Donc, pour le kit de Bombay, nous, on n'a pas répondu à leur attente. Et nous, on ne sait pas parce qu'entre-temps, Bassam a bloqué les documents. D'où, vous voyez la dichotomie, la confusion qu'il y a eu. Mais je pense que on a compris. Et donc, au niveau de la CNC, on a souhaité, même le jour de la signature, ils ont été représentés. Mais on a dit, il ne faut pas signer. Parce que si tu signes, il ne faut pas que demain, Ahmed Bassam vienne dire qu'eux, ils n'ont pas signé. Et ça n'a pas loupé. Donc, quand l'autre a fait semblant de signer, Kramo, même pas 2 heures après, a fait une déclaration pour dire qu'ils n'ont pas signé. Or que nous avions pris la disposition pour ne pas que M. Koti signe
Parce que nous avons dit que ce n'est pas M. Kochi qui représente Ici Amara. Moi, j'ai discuté personnellement avec Ici Amara. Il m'a donné la motivation de sa candidature. Je ne pense pas qu'il ait changé de position. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème avec le groupe des filles. On attend qu'ils reviennent et que s'ils considèrent que nous avons éventuellement posé des actes qui ne permettent pas à sa personne de nous rejoindre, en ce moment-là, on verra. Mais sinon, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de dichotomie. Maintenant, effectivement, vous pouvez vous rendre compte que la diplomatie, la façon de rendre les choses va être différente quand il s'agira de nous ou des anciens. Voilà, c'est-à-dire que la manière dont un monsieur comme Bani va parler avec quelqu'un, c'est pas la même chose que moi. Alors moi, j'ai été obligé de marcher dans les plans pour faire comprendre à un certain nombre d'années que nous sommes dans ce combat-là, ce n'est pas de l'amusement. On n'est pas venu, on n'est pas en train de plaisanter. Les enjeux là sont trop pour nous. Peut-être qu'eux, ils ont 15 ans, peut-être maximum de vie, mais nous, on ne peut pas rester là dans 40 ans là, et puis on va subir ce que Ouattara va nous faire subir. Donc, les enjeux sont différents. Et nous sommes très vigilants. Et nous sommes très pointus. On ne va pas se laisser distraire. Et donc, ça fait que ça donne un peu de tonus. Voilà, à la CNC, les débats sont ouverts et nous, on apprécie. On est très contents. Et puis, bon, je pense que c'est ce qui va faire même que la CNC va encore avoir beaucoup plus de force. Puisqu'on n'est pas des béni-oui-oui. Aucun d'entre nous ne va tendre sa joue si on doit le gifler. Mais, en même temps, on apprend aussi des aînés et ça nous permet aussi d'avancer. Donc, pour vous rassurer, il n'y a pas de problème avec les filles. Tous les camarades qui sont aujourd'hui dans la conférence des présidents sont totalement engagés et ils souhaitent que si les filles reviennent, on discute avec lui. S'il est d'accord pour le combat, tel qu'on a décrit, faire en sorte que les conditions soient réunies et puis après on verra. Sinon, pour nous, les choses marchent très bien au sein de notre organisation. Merci beaucoup. Oui, super. Docteur, peut-être l'idéal serait qu'on réponde toutes les questions. Voilà. Comme ça, moi, ça vous donne un peu un large aperçu. Je voudrais appeler pour la première liste, sachez tout simplement que nous avons Ahmed Kone, Achi, Nda Pascal et puis Yves Bambara. Ahmed Kone. Bonsoir, docteur. Je suis Ahmad Kone, coordonnateur leader USC. Ma question est la suivante, deux volets. En fait, vous avez présenté un très bon diagnostic. Mais en même temps, je sais que le pouvoir en place est très violent. Très violent. Aujourd'hui, la liberté d'expression est compliquée. Les gens ne font qu'aller en prison. Vous dites que si Ouattara refuse de venir à la table de négociation, le peuple va descendre dans la rue. Quelle est la garantie que la CNC aujourd'hui prévoit pour sauver des vies humaines, sachant qu'en face, nous avons quelqu'un de très violent? Est-ce qu'il faut envoyer les Ivoiriens à l'abattoir encore ou il faut s'assurer des garanties qui pourront sauver des vies humaines? Ça, c'est le premier volet de ma question. Maintenant, la deuxième question, c'est concernant la stratégie même au niveau politique. C'est-à-dire, lorsque M. Ouattara va, deux cas se posent. Soit il refuse catégoriquement ce qu'on fait, ou soit il vient à la table de négociation, il ouvre les négociations. À ce moment-là, quelle sera la seconde étape au niveau de la CNC pour garantir une victoire dès le premier tour? Je vous remercie. Achille. Je pense que je voudrais présenter mes excuses à tout le monde. C'est très certainement que nous allons avoir une seule liste de 5, parce que nous sommes tenus par le temps. À 21h00, nous devons pouvoir clore cette conférence. Donc, soyez très bref sur les questions, le temps de permettre au docteur de vous apporter des éléments de réponse. Merci. Je vous remercie, mon jeune frère. Je crois que vous faites partie de la classe du changement. En fait,
on pensait que c'était notre génération qui allait changer la Côte d'Ivoire parce que quand nous entrions au collège, on nous a compté les dents, on a obligé au Faubourg à créer beaucoup de collèges. Mais en fin de compte, les gens qui sont rentrés, qui sont éduqués, se sont vendus dans la politique. Mais j'ai comme l'impression que votre génération n'est pas la même. Et je vous félicite, je vous félicite beaucoup pour cela. Vous avez fait quelques remarques que je tiens à vous poser des questions là-dessus. Vous parlez de la classe politique qui a créé le problème que nous vivons en Côte d'Ivoire. Comment vous constatez que c'est la classe politique qui a créé le problème? La deuxième question, vous parlez de repenser la Côte d'Ivoire. Et pour cette question, je vous demande, pourquoi en Côte d'Ivoire, nous avons un taux de chômage très élevé et les politiciens se permettent d'occuper 2, 3, 4 postes? Alors, est-ce que cela fait passer, cette question fait partie de votre repenser la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Nda Pascal, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur, mesdames, les frères et les sœurs. Et bonsoir, monsieur Haïpo. Vraiment, il y a très longtemps, on me parlait de Haïpo, les frères Haïpo, parce que j'étais à Londres. Donc, j'ai pas eu l'occasion. C'était l'occasion où Reine Pélagie faisait les shows les samedis à tout moment. Donc, j'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer. Heureusement, depuis 1997, je suis venu aux États-Unis. Voilà. Et j'ai été très, 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 très surpris, très content concernant votre intervention. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Aujourd'hui, nous savons tous que M. Ouattara n'est pas quelqu'un avec qui on peut s'asseoir à une table pour discuter des problèmes éventuels de la Côte d'Ivoire. Parce que cela ne l'arrange pas, vous l'avez si bien dit. Ces élections-là sont des élections, ces élections de 2015, je pense que seront des élections à haut risque. Nous lançons un message à nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Si les conditions ne sont pas réunies, les conditions ne sont pas prêtes, comme on parle de la communauté internationale, si cela ne s'implique pas pour qu'il y ait trop de tueries encore en Côte d'Ivoire, nos parents ne sortiront pas. Si vous posez toutes les conditions et que nous savons que les élections peuvent avoir lieu, nous, Ivoiriens de la diaspora, nous avons notre mot à dire. Parce que je ne peux pas être aux États-Unis, être heureux, avoir une belle voiture, manger à ma faim, pendant que des enseignants même de l'université qui ont fait la petite grève pour la bonne condition des étudiants ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. On fait les virements, les gens vont pour savoir combien, si le virement est passé, ils ont le cœur qui bat. Et on a pris beaucoup d'argent avec beaucoup de professeurs. Et c'est vrai que M. Ouattara est tellement violent que vous ne pouvez pas, on ne peut rien lui dire. Donc des professeurs cotisent de l'argent pour aider leurs collègues afin qu'ils puissent vivre. Maintenant, concernant les élections, les conditions pour que Alassane soit battu. Vraiment, il y a un bémol qui fait que je
je ne suis pas vraiment rassuré parce que c'est un sanguinaire. S'il faut prendre la rue, on est prêt. On va arriver à Abidjan, si tout le monde, on doit prendre la rue, on va prendre la rue. On va payer les billets d'avion, on va aller à Abidjan, on va prendre la rue, tous, on va marcher. Tout le monde, on va se cotiser, on va partir. Donc, la révolution orange nous interpelle. Voilà. Et donc, vraiment, le temps est court. J'aimerais m'arrêter là. Donc, je voudrais vraiment des garanties qu'il en faut pour que nous tous on arrive à Abidjan. S'il vous plaît, le temps est tellement, s'il vous plaît, le temps, il nous reste juste 25 minutes. Alors, s'il vous plaît, si vous allez droit à vos questions, on pourrait certainement appeler beaucoup plus de personnes ici. Nous avons un frère qui a fait le déplacement depuis depuis Houston, Texas, jusqu'ici, et il voudrait poser aussi une question. Pour l'applaudir, il faut quand même aller droit aux questions. Les commentaires, on peut les réserver pour la fin. Merci. Madame, s'il vous plaît. Madame Janet Dick. Merci, docteur. Je voudrais savoir, vous avez dit dans votre intervention que la Constitution n'était pas bonne. Alors, elle n'est pas bonne, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez la changer avant les élections ou alors après les élections? À quel moment devons-nous l'utiliser? Parce qu'à un autre endroit, je vous dirai pourquoi je pose cette question. Merci. Monsieur, deux autres personnes, M. Alfred Niali. Et après ça, on laissera les 15 dernières minutes au président pour répondre à toutes nos préoccupations. Et après Alfred Niali, nous allons prendre le frère qui vient de Houston, Texas, compte tenu du long voyage qu'il a fait. On va lui quand même réserver cet honneur. Je vous en prie, nous sommes limités par le temps. Je vous en prie. À 21h, nous avons une personnalité avec nous. Ça serait quand même inconcevable qu'à 21h, on vienne nous faire sortir de la salle. Donc, je vous en prie, souffrez que nous nous limitons qu'à ces deux dernières personnes. Je vous en prie. Merci bien. Bon, il y a les propriétaires de la salle qui nous disent qu'il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ce qu'on va faire, comme on a l'habitude de faire ici, on va faire passer un petit chapeau. Et en fonction de ce qu'on aura, on aura le temps on se donnera le temps qu'on voudra. Donc, le petit chapeau passe, vous savez que c'est des jeunes qui n'ont pas grand-chose à organiser cette cérémonie. Donc, on a fait selon nos moyens. Mais il y a des amis qui nous ont dit qu'il n'y a pas de problème, ils vont s'occuper du reste. Donc, on va faire passer le petit chapeau. Et je pense qu'on peut gérer et puis on verra. Alors, donc ça veut dire que... Voilà, ça veut dire qu'on peut aller. Alors, il faut applaudir, s'il vous plaît, parce que on a soif de connaître cette vérité. Alors, dans un premier temps, je voudrais finir avec M. Alfred Niali, si vous permettez. Comme nous avons suffisamment de temps maintenant, vous allez constituer la deuxième liste. Donc, on va permettre au docteur de répondre à vos premières préoccupations et je vous mets en premier sur la seconde liste. Okay. Voilà. Ça fait déjà 5 intervenants et puis après on va prendre une autre liste de 5 personnes. Voilà. Merci. Je ne vais pas trop prendre du temps aussi pour qu'on puisse gagner en efficacité. Je vais commencer par la question. En ce qui concerne la Constitution, bien entendu, la Constitution, quand on parle elle n'est pas bonne, je vais dire, c'est pas toute la Constitution. C'est une partie de la Constitution qui n'est pas bonne. Il y a des points sur lesquels on pourra débattre, mais ce n'est pas maintenant. Puisque Ouattara lui-même n'a pas voulu qu'on la change. S'il voulait qu'on la change, on aurait pu avoir une conférence constitutionnelle qu'on lui a demandé dessus. Et puis, on aurait fait ces changements-là. Par exemple, quand vous prenez la Constitution, comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, le mode de scrutin
pour les députés et les maires, c'est un seul tour, quand celui de la présidence à 2 tours. Mais le mode de scrutin à 1 tour permet éventuellement aux partis qui sont implantés dans les régions d'avoir beaucoup plus de députés et empêche, si vous voulez, la possibilité de discussion et de négociation entre les partis. Parce que ça arrange un certain nombre de partis et ils ont souhaité ça. Mais ça, c'est pas bon, parce que c'est ça qui donne la base tribale aux partis aujourd'hui. Et il faut que, si on veut repenser la Côte d'Ivoire, et que le PDC ne soit pas forcément le parti qui gagne en pays baoulé, il faut forcément qu'il y ait la possibilité de 2 tours, et que s'ils sont en difficulté, l'alliance de 2 autres partis ou de 3 autres partis puisse la battre ou le battre. Vous voyez, non? Donc, c'est pas maintenant, parce que si on le fait maintenant, ça va arranger Ouattara. Ça, on ne peut pas faire la politique pour l'arranger. Ça c'est clair. Voilà. Maintenant, le pouvoir est très violent. Quelle garantie? On n'a pas de garantie à donner. Hein? Mais on a une science qu'on appelle la politique. Quand on l'utilise à bon escient, on n'a pas besoin éventuellement de permettre ou de donner la possibilité à l'autre d'exprimer ses instincts grégaires. Je vais vous expliquer simplement. Ce que nous souhaitons à la CNC, c'est de permettre que le peuple de Côte d'Ivoire s'exprime pacifiquement. Nous sommes en train d'organiser une première sortie et une deuxième sortie. Je pense que ces 2 sorties-là vont convaincre Ouattara de venir à la table de négociation. On n'aura pas besoin d'arriver à la violence. Vous voyez, on va faire des meetings, on va faire des rassemblements. Et donc, pour moi, il n'y a pas de possibilité. Mais il faut que vous sachiez que lors de sa dernière rencontre, Mme Zuma a bien entendu faire comprendre à M. Ouattara qui sera éventuellement comptable de tout ce qui se passerait dans le pays comme dérive. Alors, comme lui-même, il a ouvert la route, il connaît les conséquences de cette route-là. Voilà. Parce que c'est lui qui prend ses camarades et puis les envoie là. Donc, s'il tue un seul Ivoirien, il sera responsable. Il sera responsabilisé par rapport à ça. Donc, la CNC ne veut pas du tout de confrontation avec Ouattara. Nous souhaitons seulement qu'il voit que le peuple de Côte d'Ivoire est de notre côté. C'est tout. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour que quand il va se rendre compte de la masse qui est avec nous, éventuellement, il n'aura pas à utiliser ses billes pour faire du désordre. Quelle est la stratégie si Ouattara refuse? La stratégie est simple. C'est que nous allons mettre la pression sur lui au maximum. La pression que nous sommes en train de mettre sur lui, elle est à 2 niveaux. Elle est interne, mais elle est aussi externe. Donc vous comprenez que beaucoup de gens dans la CNC ont beaucoup d'influence. C'est pas comme on était des petits. On a des petits, comme nous autres là, mais aussi on a des grands avec nous. Donc chacun fait son travail. Moi, ce que je peux faire, c'est la mobilisation. D'autres, c'est le lobbying. Et c'est cette force-là qui fait qu'aujourd'hui, Ouattara est obligé de répondre même à la CNC quand il s'en va au dîner. Maintenant, s'il arrive à la table de négociation, mais ce sera vraiment super pour la Côte d'Ivoire parce qu'on va profiter de l'occasion pour régler tous les problèmes. Les problèmes qui se sont posés depuis longtemps. Et nous souhaitons ça vraiment. Nous avons des propositions concrètes en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme projet de loi au niveau de la CI, au niveau du code électoral, du listing, etc., etc. Et même nous avons discuté avec un opérateur qu'eux, ils ont refusé par rapport à la confection des listes électorales. Et cet opérateur, à nous, est capable de faire l'enrôlement en moins de 3 mois, de plus de 3 millions d'Ivoiriens, d'autant plus qu'ils font ça de façon numérique et par personne, ils ne prennent que 3 minutes. Vous voyez? On a déjà discuté avec eux. Donc, si le gouvernement est de bonne foi, on peut peut-être décaler de 1 ou 2 mois des élections, mais on peut les faire cette année et battre Ouattara au premier tour. Ça, c'est la vérité. Non, en fait, ce que j'ai dit, c'est que c'est parce qu'à un moment donné, la classe politique ivoirienne n'a pas compris la stratégie de Ouattara. Si les gens avaient compris sa démarche, on aurait résolu ce problème depuis. Mais c'est parce qu'à un moment donné, les gens ils l'ont sous-estimé en fait. Je vais vous donner juste une petite information. Quand j'étais secrétaire général de la FECI, un jour, un de mes amis, membre de l'AEMC, l'association des étudiants
musulmans de Côte d'Ivoire, est venu me trouver pour me dire comment secrétaire général, il se trouve que le Premier ministre est en train de recruter, il est en train de corrompre les musulmans. J'ai dit, mais comment? Il dit, bon, il fait venir tous les imams et il paye les imams par mois. Et nous, il nous a reçus hier et il nous a effectivement mis des moyens à disposition. Il a dit que toutes les associations musulmanes, il était prêt à les soutenir. Donc lui, il a l'impression que ce monsieur est en train de faire du recrutement en essayant de corrompre les populations musulmanes et les associations et tout ça. Je me suis levé en tant que secrétaire général et j'ai donné l'information aux partis de gauche, notamment au président, à cette époque, la secrétaire des secrétaires généraux, secrétaire général du FPI, secrétaire général du PPS, du PFI. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Oh, lui là, il ne peut rien faire. C'est un petit, il ne connaît pas la politique. Nous, on maîtrise la situation. Je lui ai dit, c'est que moi, j'ai entendu là, le gars en train de créer une clientèle et c'est dangereux. Je pense qu'il faut prendre toutes les dispositions pour que ce genre de choses-là ne se passent pas dans le pays. Sinon, demain, vous serez surpris. Bon, à cette époque, on nous a traité de petits qui ne maîtrisaient pas. Et lui-même, il était bleu. Mais le bleu, il est aujourd'hui au palais. Et puis, c'est lui qui nous crée tous les problèmes. Donc, en politique, il faut considérer tout. Il faut considérer tout. Il ne faut pas prendre les gens à la légère. Si on avait fait ça, ici, là, on ne serait pas en train de discuter. C'est ce que je veux dire. Ouattara n'est pas quelqu'un qui aime ça. Mais vous savez, depuis qu'on a créé la CNC, il parle même de discuter avec l'opposition. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Chaque fois, il nous répond. Chaque fois, quand on tient un discours, il crée aussi sa manifestation et puis il nous répond. C'est la première fois depuis que Ouattara est au pouvoir là, qu'il est en train de répondre à l'opposition. Parce qu'avant, là, il y avait des gens qui payaient, qui parlaient pour lui. Maintenant, il sait qu'il est en face de lui des opposants. Donc, quand nous allons faire notre sortie, nos 2 ou nos 3 premières sorties, je pense que naturellement, il va se rendre compte que les gens le trompent. Parce que quand il va envoyer les agents secrets, là, ils vont voir que les gars du PDC sont à ces rassemblements. Il va appeler Bédier, il va dire, mon affaire, c'est comment? On dirait que là, vous êtes en train de préparer un gopor. Et c'est le gopor que les gens vont lui donner. Et ce gopor-là, moi, je dis, il ne faut pas qu'il prenne ça. Ça fait drap. Donc, il n'a qu'à faire vite pour qu'on règle l'affaire, pour ne pas qu'il ait honte. Sinon, quand nous allons faire notre démonstration de force, il sera obligé de venir. Et là, ce ne sera pas bien. Parce qu'il va avoir affaire à des gens qui sont un peu plus durs que lui ne le pense. Donc, il est mieux que maintenant, il accepte la discussion et qu'on règle le problème. Et puis demain, tout se passe très bien. Alors, est-ce que aujourd'hui, on est suffisamment serein pour appeler les gens? Non, nous, on ne veut pas que les Ivoiriens soient tués. Non, non, non. Moi, je n'ai pas fait de politique dans ma vie pour créer des conditions de la chimie. Non. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un débat. Voilà. On n'a pas besoin que vous allez à Abidjan. Vous êtes ici déjà. Et vous êtes dans la plus grande puissance au monde. Si la diaspora juive a permis l'existence d'Israël jusqu'aujourd'hui, la diaspora africaine doit mettre la pression sur le pouvoir américain pour que la démocratie soit effective dans nos pays. Voilà le rôle qu'on attend de nous. Voilà. C'est votre capacité à influencer les décisions de la politique étrangère américaine, parce que nous sommes aux États-Unis, qui pourra nous permettre éventuellement d'arriver là où nous voulons arriver. Donc la diaspora n'a pas besoin d'arriver à Abidjan. Déjà, vous travaillez beaucoup. Hein? Les dollars que vous envoyez par Western Union seront suffisants pour permettre aux populations de suivre. Maintenant, il faut s'impliquer politiquement pour que le pouvoir américain puisse changer de position. Nous avons une chance encore qu'il y a quelqu'un comme Obama qui souhaite que les institutions africaines soient consolidées. Il faut travailler dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là qu'il a soutenu, bien entendu, la révolution du peuple burkinabé. Parce que, comme vous vous rappelez, Blaise Compaoré a eu l'outrecuidance de répondre à Obama en disant que, en réalité, les institutions sont fortes parce que les hommes sont forts. Et lui, il s'est retrouvé à Yamoussoukro. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à tout. Voilà. Donc, pour me résumer, nous, à la CNC, nous ne sommes pas pour la bagarre. Bien au contraire. Nous sommes des gens civilisés et nous sommes dans la culture purement ivoirienne, la non-violence. On dira que nous sommes tous des opposites. Vous voyez? Voilà. Mais, à un moment donné aussi, vous vous rendez compte, l'enjeu est trop pour qu'on se laisse faire.
Nous, on ne peut pas accepter que Ouattara fasse cette forfaiture. Et moi, je le dis clairement, il a intérêt à ce que nous tous on s'asseye. Sinon, après, c'est compliqué. Voilà. C'est quoi votre nom, monsieur? Moi, non, le monsieur. Assieds quoi? Bon, je crois qu'on a juste 15 minutes. On a bouclé, au départ c'était à 21h00. Maintenant, on nous a donné 15 minutes de plus. Donc à 21h15, nous allons partir. Bon, c'est quel nom? Nyankangile. Donc je voudrais appeler ici monsieur Alfred Niali. Après Alfred Niali, je voudrais appeler monsieur Nyankangile. Monsieur Nyankangile peut vous asseoir là. Et puis vous avez dit quoi? Monsieur quoi? Ok, vous pouvez passer par ici, s'il vous plaît. Voilà, ce sont les derniers intervenants. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Je voudrais d'abord me présenter. La politesse, je suis le représentant adjoint du FI. Je suis ici avec mon aîné Boulia. Nous faisons partie de la coordination de la CNC. Nous essayons de mettre en place. Donc, je voulais en fait m'intéresser à ne pas mettre en cause ce que le frère Sosten, qui est le coordinateur général, a dit. Je voulais dire à mes frères que ce soit les questions, parce qu'on aura une séance de travail avec vous, pour qu'on puisse essayer de développer tous les mécanismes de la mise en place de la CNC au niveau des États-Unis. Donc, je voulais demander aux frères qui sont venus, au niveau de la CNC, de mettre au niveau de la CNC, de poser des questions. On donne la place aux autres qui sont venus de l'extérieur, qui ne font pas vraiment de cette CNC-là, de poser des questions pour que le docteur puisse répondre, pour qu'on puisse embraser, parce que nous sommes tenus par le temps. Et je pense qu'on est en séance de travail où on va échanger. Et j'ai vu des questions qui sont arrivées. Je me pose la question qu'il y a une caméra là. Est-ce que le docteur devait répondre à ces questions-là? Parce que c'était assez pertinent. Bon, vous avez répondu, bon, c'est une bonne chose. Ça veut dire que bon, vous êtes libre de vos opinions, et que vous prenez soin de cela. Donc, je voulais dire que bon, tous les camarades de ça, c'est des questions. Ceux qui sont pas membres de la CNC, pour qu'on puisse se revoir à l'UPO, pour qu'on puisse rencontrer dans les débats. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Nyankangile, je viens de Houston, Texas. Je suis beaucoup le docteur Aïpo à travers la télévision et quand j'ai appris qu'il arrivait, donc j'ai pris 2 jours de mon travail juste pour bien l'écouter personnellement. Donc le docteur Aïpo, je voulais vous dire merci de votre venue et merci aussi de votre franchise. Vous avez presque répondu à toutes mes questions, mais j'ai 2 petites questions à vous poser. Je pense que ce sont des questions. Quelle est la différence entre la CNE France, parce que j'ai vu qu'il y a une CNC, la CNCE en France, il y a trop de confusion là-bas. Et ma dernière question, si monsieur, le président Ouattara décidait d'aller sur la table de négociation avec vous, est-ce que vous pensez qu'en 4 mois, vous pouvez tout détailler avec lui? Et au cas où en 4 mois, vous ne pouvez pas tout détailler avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Voilà la question. Merci. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Robert Assé, je suis à Stanford, Connecticut. Et je suis heureux de me retrouver à cette retrouvaille entre Ivoiriens et je suis vraiment heureux d'entendre tous les propos du docteur Aïpo. Ma préoccupation, c'est de demander au docteur Aïpo, parce que j'ai entendu tous les propos qu'il a tenus, et c'est de bonne guerre
Mais quand on fait la relecture des événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, quand on fait une bonne relecture, on peut se rendre aisément compte que Ouattara ne serait pas où il est aujourd'hui sans la communauté internationale. Mais je ne l'ai pas entendu intervenir sur ce point-là, et c'est là que je veux l'interpeller. Parce que on sait que c'est vrai, ils ont attaqué le pays, mais l'armée ivoirienne a repoussé les opposants jusqu'à Bouaké. C'est là-bas que les Français les ont arrêtés. Sans cela, ils les auraient sortis du pays. Et moi, personnellement, je crois que le problème clé de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara. Il ne faut pas se tromper de combat. C'est bien. C'est de bonnes guerres qu'on s'organise entre nous sur le terrain pour l'attaquer. Mais la communauté internationale est notre plus gros problème. La communauté internationale qui ne reconnaît même pas le droit d'un peuple à la Côte d'Ivoire. Quand on lit le préambule de la Constitution des Nations Unies, on voit le contenu, on sait que les Nations Unies reconnaissent le droit à tout peuple à l'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a le droit d'élire nos dirigeants. Mais comment se fait-il que c'est les Nations Unies, avec la France et les États-Unis? J'ai été un peu choqué tout à l'heure quand j'ai entendu le docteur Hippo parler du président Obama. Mais il ne faut pas faire d'erreur. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est à cause du président Obama. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au temps de George W. Bush, il fallait une résolution pour attaquer la Côte d'Ivoire. George W. Bush s'est opposé depuis le premier jour jusqu'à ce qu'il passe de la présidence. Il s'est opposé à cela. C'est pour ça que ça a traîné jusqu'à... C'est pas maintenant que les gens ont planifié tout ça. Mais c'est à cause d'Obama. C'est Obama qui a donné le feu vert pour attaquer la Côte d'Ivoire. Alors, on s'organise entre nous. Mais est-ce que est-ce que le docteur Hippo et ses camarades qui sont en train de lutter voient ce côté du problème de la Côte d'Ivoire? Le problème clé de la Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale qui veut garder les mains sur nos richesses. Et c'est ça notre problème. Sinon, entre nous, moi je ne pense même pas qu'il y a un problème. On peut régler nos problèmes entre nous. Mais la communauté internationale, je vous remercie, docteur. Je vais commencer par la dernière question sur la responsabilité de la communauté internationale. C'est un point doctrinal en matière de relations internationales. Hein. Donc, on ne va pas revenir un peu sur ce côté-là. Je fais partie des gens qui considèrent que l'Afrique doit assumer sa propre histoire et sa propre responsabilité. Jusqu'à ce que, effectivement, on ait la possibilité de nous assumer, et c'est un peu difficile d'accuser les autres. Vous voyez, quand j'ai fait la trame historique, en réalité, la communauté internationale n'est venue qu'à la dernière partie dans cette affaire. Mais avant, c'est nous qui avons fait venir Ouattara, c'est nous qui avons tout fait pour qu'il s'implique, qu'il recrute. M. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire en 1990. C'est le président Oufouette. En tout cas, moi, j'étais étudiant. C'est lui qui nous l'a présenté. Il dit, il est mon premier ministre. Voilà. D'abord, il était président du comité interministériel. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que ce monsieur-là, si on n'avait pas appelé, il ne serait pas là. Mieux, si nos contradictions entre nous ne nous avaient pas permis de lui permettre de jouer, il n'aurait pas joué. Donc, il ne faut pas qu'on se discute aussi. Donc, il est important qu'on assume ce qu'on a pu faire comme erreur. Et, bien entendu, il a profité de ces erreurs-là pour arriver là où il est arrivé. Mais je ne veux pas qu'on s'appesantisse trop là-dessus. Moi, l'approche que j'ai de la communauté internationale, c'est une approche amicale, qui est liée à ma formation.
je pense que ce qui a fait la grosse différence, et nous tous on est d'accord là-dessus, c'est la présence de Sarkozy au palais de l'Élysée. Aussi longtemps que Sarkozy était à l'Élysée, Ouattara avait une capacité de manœuvre. Je vais vous donner des symboles qui sont simples. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui Ouattara impose un nom au parti de Sarkozy? Parce que le parti de Sarkozy n'est plus l'IMP, c'est devenu les Républicains. Pourquoi? Parce que il y a des rapports personnels entre eux qui justifient un certain nombre de choses. Le Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents, dont la France. Et la France a un certain nombre de pays sous sa coupole. Et le Conseil de sécurité, c'est les deals. Si je te cède ceci, tu me cèdes ça. Donc, si Sarkozy a demandé quelque chose aux Américains et que les Américains ont dit oui, il faut qu'Obama dise que, bon, Sarkozy, tu peux aller jusqu'au bout de la procédure. C'est comme ça. Mais depuis que Sarkozy n'est plus au palais de l'Élysée, les choses changent. La preuve, Blaise Compaoré est tombé. Si Blaise Compaoré est tombé, c'est parce que l'Élysée n'a pas sa main mise dans cette procédure. Si c'était Sarkozy qui était au palais, mais les révolutionnaires burkinabés allaient être massacrés et la France allait trouver que c'était normal. Parce que ce sont des gens qui sont allés faire du n'importe quoi. Ils sont en train de semer le désordre dans la sous-région. Quand le principal se met de troupes, c'est Blaise Compaoré. Donc, vous dites simplement aussi que quand tout à l'heure je parle de l'importance du lobbying, c'est important. On a beau dire, sans le lobbying des Juifs, ici en Occident, Israël aurait disparu depuis longtemps. Et c'est souvent des rapports personnels qui font que les gens prennent des décisions. Donc, il ne faut pas qu'on se mette dans une procédure qui, à mon avis, ne nous est pas profitable. Il faut qu'on considère que nous devons d'abord nous-mêmes gérer nos contradictions. Maintenant, si quelqu'un dit il est derrière et puis vient, nous, on va le gérer. Moi, je n'ai même pas de problème avec ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intervention du frère Afi. En ce qui concerne, est-ce qu'on n'a pas, il y a 4 mois, non. Vous savez, pourquoi nous sommes allés voir Sangaré? Et ça, c'est important par rapport au frère Niali. C'est parce que, depuis l'année dernière, nous avions déjà constaté que Afi n'était pas dans le combat. C'est le fait que nous avons demandé à Afi de boycotter la CEI, qu'il a refusé, que le combat s'est déclenché à l'intérieur du FPI, parce que les gens se sont rendus compte qu'il était dans une procédure d'imposture vis-à-vis du pouvoir en place. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on a le FPI représentatif, c'est-à-dire le FPI, le vrai FPI. Je ne parle pas de FPI bizarre. Donc ce sont des partis, c'est un parti qui a déjà contribué, qui a participé à une élection présidentielle. On a le PDCI avec nous. Donc on a 2 composantes majeures du pays. Donc, si les conditions sont réunies, mais ça ne va même pas prendre 1 mois pour que tout le monde soit prêt pour finir avec cette affaire. Est-ce que vous voyez? Tout simplement, ce que nous devons enlever, ce sont les obstacles que Ouattara est en train de mettre en place. Sa CEI, son conseil constitutionnel, et puis ces dozos qui sont partout au sud et qui contrôlent les villages et qui veulent empêcher les gens de voter. Si une fois qu'on a levé toutes ces contraintes-là, le reste là va être... Nous avons rencontré, sur ce point-là, la communauté internationale. Nous avons rencontré Aïchatou Mindaoudou, qui est très très lié au régime en place. Nous avons rencontré le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien des opérations. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont été clairs. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'opposition. Non, vraiment, nous, tant qu'on ne vous voit pas là, donc nous, on doit nous voir. Et c'est quand on va se voir qu'effectivement, les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui change au pays. La communauté internationale vient pour régler les problèmes. Donc pour nous, même en 1 mois, on peut battre Ouattara. Même en 1 mois, on peut le battre. Parce qu'il n'a pas plus de 33% avec les fautes. Et en plus, il a énervé les gens de la ferraille. Et en plus, il a énervé les commerçants. Donc aujourd'hui, même là, on peut même dire qu'il a moins de 20%. On peut même dire qu'il a 15%. Donc il suffit que les conditions soient réunies. Et puis demain matin, peut-être même que ce problème est réglé. Quelle est la différence entre la CNC et la CNC? Non, il n'y a pas de différence.
la CNCE a été lancée avant la CNC. Et nous avons expliqué à Rabé, qui est un de mes amis, qu'un enfant ne peut pas naître avant son père. Voilà, ça c'est le minimum. Parce que ça fait 3 mois que nous sommes en train de discuter. Parce que ce n'est pas une petite affaire. Même une virgule, ça a pris des jours pour qu'on se mette d'accord là-dessus. Le texte que vous avez vu là, ça a mis 3 ou 4 mois pour qu'on discute. Parce que quand tu finis d'écrire, tu envoies. Les gens du FPI, ils regardent et disent non. On réunit d'abord le comité central. Et puis on discute point par point. Et puis on corrige et puis on nous ramène. Quand ils corrigent, on ramène encore. Donc c'est dans ce processus-là qu'on a perdu beaucoup de temps. Bon, grâce à Dieu, on s'est tous mis d'accord. Mais au moment où on est en train de préparer la sortie, il y a un problème puisque ici n'est pas à Abidjan. Donc ça nous pose un problème. Donc on est en train de voir quand il va venir. Pendant ce temps, Christ a dit, il a créé une coordination à l'extérieur. On dit, ah, président, pourquoi faire ça? Oui, il faut attendre un peu. Je vous dis tout à l'heure, même quand on va se voir, on n'a même pas encore mis d'accord sur la structuration interne. On a fait le projet. Maintenant, les organes. Ça, c'est la politique. Vous voyez. Mais, donc, la CNC n'est pas encore à l'extérieur. Donc, on a demandé à Christian de mettre balle à terre. Parce que il ne faut pas aussi donner l'impression qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'est pas organisé et que ça fait désordre. Vous voyez, on l'a appelé, je pense que Kakabe et moi, on va se retrouver la semaine prochaine à Paris et on va discuter avec eux pour qu'on arrange tout ça. Parce qu'il y a des possibilités d'arranger tout ça pour que tout le monde soit... Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, la contradiction principale là, c'est pas quelqu'un d'autre que Ouattara. Voilà, c'est pas une affaire où c'est Christian, ou c'est Emmanuel, ou c'est celui-là, ou voilà, ou Sostène qui doit être devant. Non. Même si on met un mouton à la tête, c'est le groupe qui doit être fort. Si le groupe est fort, le reste là, c'est un petit problème. Est-ce que vous voyez? Donc si on se comprend comme ça, je pense que le reste là, ça va être résolu plus facilement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Il reste 5 minutes pour conclure. Hein? 5 minutes. Ok. Donc d'abord, je tiens à remercier tous les camarades du PDCI. Ça fait beaucoup plaisir d'être un ancien syndicaliste. Non, mais comme Mardoché pouvait le dire, hein, Mardoché pouvait le dire, il disait à la reine Esther que tu ne sais peut-être pas que c'est pour cet instant-là que tu as été choisi pour être reine. Ça veut dire quoi? Peut-être que c'est pour ce moment-là que le Seigneur nous a préparés en étant aussi dur à cette époque. Parce qu'il fallait à un moment donné qu'une génération soit préparée à un combat. Et je me rappelle encore que le 6 mars 1993, la dernière fois que nous avons rencontré le président de la République, il nous disait ceci, il nous disait que vous, je vous ai regardé et j'ai compris que vous n'êtes pas une jeunesse qui veut me distraire, que vous êtes en train de combattre pour votre pays. Par rapport à cela, je vais vous donner des conseils. Et le président a parlé pendant 4 heures de temps. Moi-même, j'étais fatigué. Mais parmi ces conseils-là qu'il nous a donnés, et c'est pour ça que je souhaite vraiment qu'on se comprenne ce soir, il nous a dit, vous savez, le combat que vous menez, ce n'est pas contre moi. Vous menez le combat pour l'indépendance de votre pays. Alors attendez-vous à ce que la réaction des autres soit forte. Et ce n'est pas en cassant vos bras là. Vous criez déjà, mais quand vous allez voir que les gens vont mettre en place des dispositions pour vous exterminer, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il savait, parce que c'était un prophète aussi en son temps. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes fatigués. Et nous devons assumer notre propre histoire. C'est vrai, le frère, tout à l'heure, a dit, il y a une espèce de main noire qui travaille et qui empêche les peuples de s'exprimer. Mais vous savez, vous êtes dans un pays et l'histoire de cette nation doit vous inspirer. Il a fallu qu'un jour, un seul jour, des gens se réunissent et qui disent, mais attention, ces Anglais-là, sur quoi ils se prennent pour nous faire des taxes tout le temps? C'est l'histoire des taxes qui nous imposent. Nous ne sommes plus prêts à les payer. Et c'est de là qu'est parti les États-Unis d'Amérique. Le refus d'être soumis à quiconque que à sa propre loi qu'on fait prescrire soi-même. À partir du moment où un peuple se donne pour objectif
de ne respecter que sa propre loi et de ne soucier à aucune autre qui ne vient pas de sa volonté, ce peuple-là devient un peuple libre. Et il est important que vous qui êtes dans la diaspora aujourd'hui ivoirienne, qui êtes aux États-Unis, soyez les inspirateurs pour que nous puissions mener ce combat. Ce combat n'est pas dirigé contre un seul individu, non. Ce combat, c'est pour que la Côte d'Ivoire puisse devenir ce qu'elle doit être, rentrer dans sa destinée prophétique, c'est-à-dire une nation lumière qui puisse entraîner le développement économique et social de toutes les régions. Lorsque les Ivoiriens se sont levés, avec nos parents, ils ont créé le RDA. Et le RDA a libéré l'Afrique. Aujourd'hui, nous devons mener ce combat-là pour que demain, l'Afrique soit debout. Je vous remercie.